c'est pas la même parcelle, quoi, vraiment, physiquement. Et donc, quand on met ce paillage, il y a tout un tas d'effets positifs qui se déclenchent tout de suite. Donc, on conserve l'eau, on lisse les températures, on désherbe moins, donc on fait un travail beaucoup moins pénible, parce que le désherbage, c'est le pire, j'ai horreur de ça. Tout le monde déteste ramasser des mauvaises herbes, c'est pas marrant comme métier. Simplement, ici, à la paille, je ne peux pas le faire, organique, pour les raisons économiques que je vous ai dit. Donc, je suis rentré dans des considérations synthétiques, plastiques. Et voilà, ça paraît un paradoxe, sachant que enfin, quand on vend nos légumes, on interdit les sacs plastiques, vous voyez. Notre propre point de vente, on dit non, non, sac recyclable, ou venez avec vos propres contenants. Et puis, ils se retournent sur notre champ et ils voient, enfin, je pourrais vous montrer les photos, 6000 mètres carrés de plastique. C'est paradoxal, on est bien d'accord. Mais d'abord, on prend du plastique, évidemment pas à usage unique, hein, c'est des plastiques d'usage long, aussi long que possible. Donc, ça peut faire, selon les épaisseurs, entre 6 et 20 ans pour les plastiques les plus épais. Donc, on essaie quand même d'être rationnel là-dedans. Mais c'est la seule façon dont je résous cette équation économique avec du plastique. Alors évidemment, les gens qui arrivent, pour la plupart, ont une philosophie des positions politiques très écologistes, évidemment, viennent chez nous pour ça, ils se mobilisent, ils viennent chez le petit producteur parce qu'ils pensent que c'est plus vertueux, et puis c'est le choc culturel, quand ils arrivent au champ, ils disent « mais enfin, vous avez mis du plastique partout ». On est d'accord, calmez-vous, venez, je vais vous expliquer, je suis entièrement d'accord avec vous, je préférerais faire autrement, mais je vais vous expliquer pourquoi, dans mon contexte socio-économique européen, je ne peux pas payer un type, je serais déficitaire économiquement, fatidiquement, quoi, de mon point de vue. Voilà. Et donc, je reviens à ce que je disais. Vous voyez, la digression, chez moi, c'est une maladie. Je reviens à ce que je disais. J'étais donc aux alentours de 2017, au bout d'à peu près 3 ans d'expérimentation. À un moment, j'avais augmenté ma surface de culture, j'avais commencé à expérimenter ce qu'on appelle, ce que je pratique toujours maintenant, le maraîchage bio-intensif. On dit intensif, c'est par pure provoque, je pense qu'on utilise ce mot-là, parce qu'en général, on dit c'est ou la qualité ou la quantité. Et donc, la notion d'intensité, la notion d'intensité s'oppose fatidiquement à la qualité. Or, on prouve ici dans le modèle que ce n'est pas le cas. Nutritivement parlant, les légumes sont d'excellente qualité, même si on les produit à beaucoup plus forte intensité. Voilà, le modèle bio-intensif, si vous avez des questions là-dessus, vous en avez entendu parler, vous voulez un retour d'expérience, je ne vais pas vous le faire ici parce que ce serait un peu long, je pense. Mais c'est un modèle que moi j'expérimente maintenant depuis 4 ans et qui marche du tonnerre, qui permet vraiment d'avoir sur un hectare, économiquement parlant, il permet de faire tourner 3 temps plein, quoi. Donc sur un hectare, c'est vraiment un ratio énorme pour le modèle agricole, sachant que la moyenne wallonne, par exemple, un agriculteur wallon classique seul fait 55 hectares. Donc c'est super, c'est une belle performance, on va dire. Le bilan de ça est très très discutable, et surtout au niveau emploi, c'est nul. Enfin, de mon point de vue, je préfère faire 3 temps pleins avec des gens qui s'entendent bien sur un hectare et qui produisent en plus un truc de qualité. Voilà. Donc j'ai fait du bio-intensif. Mais on ne produit Mais pas la même chose en bio-intensif non. que sur 55 hectares. J'imagine qu'il y en a un qui fait de la céréale et vous faites du petit légume. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est clairement pas les mêmes produits, c'est pas comparable. Eux, ce sont essentiellement des protéines ou des choses nutritives telles qu'une pomme de terre. Culturellement, voilà, ça nourrit son homme. Et nous, on est plus, alors on fait aussi un peu tout ça, des pommes de terre, des courges, mais des protéines en tant que telles, on n'en fait pas vraiment. Il n'y a que les légumineuses chez nous qui sont protéinées, haricots, lentilles, petits pois, ce genre de choses. Mais c'est tout à fait marginal dans ce qu'on fait. Nous, c'est principalement de la feuille, de la petite racine, du légume d'été. Voilà. Et on est d'accord que oui, ce sont des natures de production complètement différentes. Pour moi, ce n'est pas comparable, comparer tout ça. Mais je vais dire que d'un point de vue strictement socio-économique, le vivier d'emploi qu'on représente dans ce type d'agriculture est colossal, en fait. On le voit, nous, chaque année, on a toujours des craintes que la demande à un moment soit saturée. Et c'est juste l'inverse. Tous les ans, on augmente notre activité de 20-30% par an. Enfin, vous connaissez un autre secteur de la société qui a une croissance pareille, même si je ne suis pas un amoureux de la croissance, hein, mais si je prends l'échelle de comparaison dominante, c'est la croissance qui parle d'abord, et nous, on est à 30% annuel.
Et paradoxalement, ben, le confinement pour nous était, c'est malheureux à dire, mais une aubaine terrible. On a doublé nos chiffres d'affaires pendant toute la période de confinement. Enfin, voilà, parenthèse. 2017, donc j'attaque le bio-intensif, j'agrandis mes parcelles rapidement, donc toujours sans vendre, hein, ça, toujours pour nourrir ma famille, mais rapidement je me trouve avec des stocks pas possibles de courgettes dont je ne sais que faire. Enfin, j'avais de tout en trop, d'autant que je venais d'acheter une maison que je rénovais en même temps, donc j'avais plus de cuisine, je ne pouvais plus cuisiner, donc je produisais énormément, mais je ne pouvais pas manger, donc j'allais à la friterie. Et je ne savais que faire avec la production. Donc, une fois qu'on a nourri toute la famille au sens large, mes frères, mes sœurs, ma maman, mes copains, et je ne savais plus que faire, j'ai dit, bon, à un moment, je vais les vendre discrètement, voilà, pour les écouler, pour ne pas les mettre au compost, c'est malheureux. Et de là, en fait, j'ai commencé à me dire, ben, en fait, malgré moi, je suis arrivé à une échelle où je commence à produire des volumes commercialisables. Et donc, ce que j'avais appris dans les bouquins qui parlaient de ces échelles commerciales et de bilans économiques vraiment très positifs, bon, en fait, je n'ai plus qu'à le déclencher. Je suis en position de le faire. Donc, j'ai commencé en 2017 ma première année de vente de façon très modeste avec 5 à 10 commandes par semaine. Ça évacuait mes excédents, c'est très bien. L'année suivante, j'ai augmenté ma surface appréhendée alors là, pour répondre à une vraie. C'était structuré comme une commercialisation. Et donc là, l'objectif était vraiment de commencer à faire un effort marketing, de communication, etc. Donc créer un site web, faire un web shop, enfin tout ça c'était super dans nos cordes, d'autant qu'un de mes frères, frère de Caro, est infographiste et fait des sites à longueur de journée. Donc il m'a fait un super site ultra moderne, super bien, et ça a rapidement décollé en fait. J'ai maintenu cette activité en croissance permanente jusque fin 2019, où j'étais à une cinquantaine de commandes fournies par semaine, donc de paniers d'une valeur moyenne de 15 à 30 euros à peu près. Pour moi seul, qui était toujours partiellement en informatique, tirant mes revenus de l'informatique, ben, en fait, le maraîchage répondait parfaitement à l'objectif. Il faut savoir aussi, ouais, une petite spécificité qui rend le truc un peu spécial, c'est que l'activité maraîchère, quand je l'ai commencé commercialement, je suis allé voir mon associé dans mon entreprise informatique pour prendre son avis. Je dis voilà, j'aimerais passer en phase commerciale. Qu'est-ce que tu en penses? Puisqu'on travaille dans la même boîte, on est associés, ça te concerne de près. Est-ce que je prends un registre de commerce complémentaire pour faire ça et je le fais sur mon temps libre? Ou est-ce qu'on pousse plus loin? Il faut savoir que lui aussi expérimentait la permaculture chez lui et qu'on était en émulation, en duo comme ça tout le temps. Et lui m'a dit non. Il était aussi hypersensible aux problèmes de durabilité des systèmes. Il dit je trouve ça super que tu fasses ça dans la société. Et donc c'est le registre de commerce de la SPRL, donc ma société informatique, qui héberge une seconde activité sous forme d'incubateur dans la même personne juridique en fait. Donc c'est un peu particulier quand on voit le contrôleur TVA par exemple qui vient et qui dit vous vendez des ordinateurs dont la TVA en Belgique est de 21% et vous facturez à 6%, parce que le légume chez nous c'est 6% de TVA, il ne comprenait pas. Alors j'ai dit au contrôleur TVA, ben, on vend des PC et des légumes. C'est atypique, mais ça va, c'est passé. Il dit oui, moi j'ai pas d'objection, tant que je vois qu'il y a bien deux comptabilités distinctes dans la même personne juridique, très bien, faites ce que vous voulez. Que représente le chiffre d'affaires du légume par rapport au chiffre d'affaires de l'informatique? Parce que j'imagine que la mission de la société, c'est quand même de vendre de l'informatique. Donc, si tout d'un coup, le légume devient 95% de votre chiffre d'affaires, le contrôleur, peut-être pas TVA, mais le fiscaliste va dire non, mais il y a un problème dans les buts de la société, non? Oui, tout à fait. Mais là, ça passait. Bon, là maintenant, j'ai plus besoin de le faire pour des évolutions suivantes. Mais dans ce cadre-là, j'étais toujours en phase expérimentale. Et donc, c'est l'argument que je développais auprès du contrôleur. Je disais, j'expérimente. Et une fois que j'avais l'activité viable, alors j'irai chez mon notaire, revoir les statuts de la société, intégrer un nouveau secteur d'activité dans les statuts de ma boîte pour être vraiment au niveau réglementaire en ordre. Et il n'a pas mis d'objection. Il dit, écoutez, oui, faites ça. 2, 3 ans, mais au bout de 3 ans, il faut officialiser quand même. Là, je n'ai pas eu besoin de le faire pour l'évolution suivante, qui est arrivée un peu par hasard. C'est qu'à force de commercialiser, ben, je commençais à croiser pas mal de collègues du secteur, et il y en avait peu encore à ce moment-là,
dont l'un qui avait une forte visibilité à une dizaine de kilomètres de chez moi, qui lui est sur un modèle radicalement différent en traction animale, dans des espacements tout à fait courants de l'agriculture, qui est un ancien fils de ferme et qui, de son point de vue, faisait beaucoup mieux les choses avec un cheval qu'avec un tracteur. Et voilà, lui, il était sur ce credo-là, quoi. Et son activité tournait très, très bien. Il avait développé toute une collectivité autour de lui, pas forcément volontairement, c'est simplement des habitants du village qui sont fédérés autour de son activité. Et donc, j'étais rapidement en contact avec lui. On s'est dit, tiens, on s'est vite rendu compte qu'on avait des affinités différentes par rapport à nos productions. Lui, pour prendre des caricatures, ne savait pas faire une carotte. Il n'arrivait pas à cultiver une carotte. Techniquement, c'était pas son truc. Et moi, à l'inverse, j'ai une sainte horreur de cultiver des choux. C'est comme ça, j'aime pas. Voilà, c'est des cultures longues, tout le temps malades, attaquées par tous les insectes, qui produisent rien. Vous plantez 100 choux, vous en ramassez 80. C'est hyper exceptionnel. On ramasse jamais tout. Et voilà, pour ces raisons-là, c'est des affinités personnelles avec certains produits. Et donc, on était hyper complémentaires sur beaucoup de choses. Donc, lui avait toujours de ce dont j'avais besoin quand je n'en avais pas, et inversement. Et on a commencé à collaborer comme ça, petitement, à échanger des produits chaque semaine. On se refacturait tranquillement, et puis voilà. Et on se faisait un petit bilan tous les quelques mois, en disant, tiens, comment ça va l'activité? Au moins, ça roule, du plus de boulot, moins de boulot. Vraiment en échange, en bonne entente, sans plus. Et moi, je dis, bah, écoute, moi, l'activité, cette année, j'ai encore plus ou moins augmenté mon activité de 30%. Ça tourne super, les gens sont contents. J'étais très positif, à l'exception d'un point, c'est que quand même, je m'étais mis à faire du maraîchage pour plein d'objectifs, notamment de considération de problèmes sociétaux, du fait que j'entendais à la radio qu'on me disait, on parle de chômage, 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 mais je dis, mais enfin, on peut créer combien d'emplois dans ce secteur? Ok, il faut vouloir les faire, on ne peut pas mettre tout le monde dans les champs, mais probablement qu'il y a un vivier d'emplois à créer. Il y avait toutes ces raisons de but poursuivis, tous ces buts poursuivis. Mais l'un d'entre eux était que dans mon boulot d'informatique, je me plaisais beaucoup parce qu'intellectuellement, c'est riche. C'est aussi un métier qui vous oblige à vous recycler tout le temps et donc on s'ennuie peu en fait. Hein. Intellectuellement, il y a toujours de nouveaux éléments à intégrer, des nouvelles pratiques. Le cloud arrive, il faut intégrer tout ça. Enfin, voilà. Mais je m'ennuyais en fait, socialement parlant, et je trouvais pas de sens. J'avais l'impression, je devenais limite, comment est-ce qu'on dit, un peu schizophrène. J'avais l'impression d'être un peu schizophrène parce que d'une part, je vendais des légumes avec un credo produits locaux et de l'autre, je bougeais des boîtes. C'était ça que je faisais. Le matériel HP multinational produit en Chine pour les vendre à quelqu'un sans la moindre considération écologique. Ça rendait quand même, il y avait des fils qui se touchaient quand même un peu. Et, mais surtout, donc je ne trouvais pas de sens. Je me sentais tellement plus utile en nourrissant les gens qu'en leur vendant des PC, même si voilà, ça n'a rien d'immoral. Hein, c'est un métier. Mais moi, j'y trouvais plus de sens dans ce rapport aux gens dans le maraîchage. Et je me sentais, paradoxalement, donc j'avais fait ça pour être en contact avec des gens, parce que quand on vend des légumes, on a beaucoup d'échanges sociaux. On est très, très souvent, moi j'ai donné plein de conférences dans les communes du coin, dans les milieux écologistes. J'ai été appelé pour participer à l'écriture des programmes écolos de ma commune. Enfin, donc il y a énormément d'interactions autres que purs rapports commerciaux ou agricoles. Mais je me sentais seul dans mon champ la semaine, vous voyez. Donc le samedi, je voyais plein de gens et les gens sont vraiment pleins de gratitude, toujours très positifs. Mais quand même, la semaine, j'étais tout seul dans mon champ et ça me pesait un peu. Et donc voilà, j'en faisais état à mon collègue. Là, et il me dit un peu en rigolant, bah, viens chez nous. Bah, je dis, t'as 30 arts, toi et ton cheval, vous êtes bien assez, vous deux. T'as encore du temps libre à mon avis. Il me dit, non mais tu sais pas tout. Et donc on s'est vu. Et il m'a expliqué qu'en fait, ce collectif qui s'était fédéré autour de son jardin représentait plus ou moins 200-250 personnes, qu'ils avaient fait une levée de fonds, que les parts s'étaient vendues en quelques jours à une vitesse dingue. L'objectif de ce collectif était donc de créer une coopérative, et la coopérative se porterait à l'acquisition de toute la plaque agricole qui environnait son terrain. Donc lui, il était sur une grande plaque de 3,5 hectares, cultivé intégralement en chimie, sauf 30 arts délimités où il avait son maraîchage en bio. Vous voyez, pas top comme situation, mais voilà, c'est ce qu'il avait trouvé de mieux. C'est hyper bien situé, c'est en plein centre du village. Vraiment,
toute l'activité se passe dans ce secteur-là. Et le village de Neuville-les-Bois est en fait l'endroit où l'administration communale, c'est un petit peu le chef-lieu de la commune, si vous voulez. Donc c'est très très central. Et de ce point de vue-là, stratégiquement, c'est hyper bien mis. Et cette coopérative avait pour objectif d'acquérir les 3,5 hectares pour en faire un pôle maraîcher en partie, mais alors y développer toute une série d'autres pôles d'activité tels que, je pourrais vous montrer un plan, hein, mais grosso modo, enfin c'est rien de révolutionnaire, mais voilà, c'est chouette d'avoir ça tout près de chez soi. Une grande zone humide, un immense verger, la plantation de 600 mètres de haies qu'on vient de finir de planter là il y a quelques jours, la construction d'un bâtiment. On a la chance dans notre conseil d'administration d'avoir une architecte qui ne fait que ça et qui est hyper sensible aux matériaux écologiques, rationalité de bâtiment, tous des sujets qui vous parlent, j'imagine. Et donc voilà, on créerait un bâtiment là qui serait une mini-halle de producteurs locaux, donc qui nous permettrait, nous, de vendre nos productions, mais aussi de faire venir les artisans avec lesquels on travaille déjà, un boulanger, une pâtissière, un producteur de fromage. De nouveau, rien de révolutionnaire, mais voilà, on a tout sous la main et on compte tout fédérer sur le même lieu. On aurait aussi une salle polyvalente pour la partie vraiment matière grise. On aimerait y faire possiblement, ça c'est plus mon dada, parce que je sais que moi, au bout de 7 ou 8 ans de légumes, je vais me lasser, je vais m'ennuyer, il va falloir que je passe à autre chose. Et clairement, ce que je veux faire, c'est rester dans ce secteur, mais passer en formateur à ce moment-là. Parce que moi, mon apport dans la coopérative, c'est la partie vraiment purement agronomique que j'ai le plus potassé. Et mon collègue, alors lui, s'occupe plus de toute la partie canalisation, organisation des différents organes de la coopérative, puisque tout ça est de manière inconsciente assez politiquement anarchiste, en fait, au bon sens de l'expression, anarchiste au sens de l'horizontalité des pouvoirs. Tout ça, enfin, chez nous, on appelle ça l'organisation organique. En gros, c'est l'auto-organisation. Il n'y a pas de leader dans le groupe. Ça, c'est typiquement anarchiste. Je veux dire, c'était pas conscient, mais moi, j'avais des sensibilités anarchistes politiquement. Et quand je suis arrivé là, je dis, mais enfin, ce que vous faites, c'est de l'anarchie, inconsciemment. Et donc, on a échangé là-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu? Au niveau de l'eau, vous n'êtes pas sans savoir que la pluviométrie est de plus en plus étrange, même si cette année est relativement normale, on va dire. On a eu un vrai hiver chez nous avec du -12, plus du tout habitué. J'ai jamais connu ça depuis que je fais du maraîchage. On a des pluviométries hyper élevées en hiver et très très faibles en été, au point que nous, on ne considère plus printemps, été, automne, hiver. On est saison sèche, saison humide. C'est comme ça qu'on voit les choses maintenant. Parce que là, vraiment, on est aux premières loges pour voir ce genre de déséquilibre. Et cette année est relativement normale, mais quand même, les pluviométries sont colossales pendant l'hiver, donc toujours au mauvais moment. La difficulté qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas forcément une capacité de collecte énorme d'eau, donc on va le faire évidemment via un bassin en point bas du terrain. On va creuser un très grand bassin qui se voudra sauvage, donc on ne va absolument pas l'aménager, on va juste le creuser et il va s'auto-aménager. On va faire un second bassin en partie haute qui lui sera un bassin d'irrigation, donc artificiel. Et juste à côté de ce bassin d'irrigation, on va faire un forage. Donc aller chercher l'eau à la nappe phréatique en complément avec la plus petite demande de permis urbanistique, c'est-à-dire un plafond de 3000 m3 annuels, ce qui est rien. Comparativement, je ne sais pas si vous savez, mais dans les champs, quand vous voyez un canon agricole, ces grosses lances là, qui tournent toutes seules au milieu des champs, ça va jusqu'à des débits de 80 m3/h. Donc quand ils pompent dans la nappe, ce n'est pas pour rigoler. Donc nous, sur une année, on pompera moins qu'un seul de ces canons sur une journée, à peu près. Enfin, je sais que ce n'est pas comparable, mais pour vous dire que la quantité d'eau pompée en nappe est ridicule. On a aussi eu des informations sur la nappe dans les sous-sols, et cette nappe est considérée par la commune comme pléthorique. Donc on n'est vraiment pas en manque d'eau du tout. Voilà, on fait un forage, avec ça on approvisionne notre bassin d'irrigation. En complément, éventuellement, on reprend du bassin sauvage les excédents pour le remettre au-dessus, via un système de pompe, et puis on diffuse l'eau. Voilà. La permaculture pour revenir à ça, a cette caractéristique de se vouloir auto-fertile, ce qui est une très bonne chose et est faisable de mon expérience. Elle
refusent presque les arrosages en disant plutôt que d'arroser, je vais d'abord essayer de ne pas perdre l'eau. C'est super, super rationnel. Et de nouveau, dans un contexte familial, je suis totalement en accord avec ça, pas de problème. Quand on rentre dans un contexte économique, ça n'a plus grand-chose à voir. Le maraîcher, en fait, le meilleur maraîcher, c'est celui qui a ses légumes en premier. Si vous avez les légumes en premier, vous fidélisez votre client. Donc là, on est vraiment dans des considérations commerciales. Hein. C'est plus la philosophie de la permaculture, mais on est bien obligé de se frotter à ce genre de questions. Et donc, il faut techniquement que les parcelles agricoles soient asséchées au plus tôt possible. Et nous, ben, la Belgique, voilà, jusqu'à il y a quoi, 7-8 jours, il pleuvait, 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 pleuvait. C'était le bourbier intégral. Donc, nous, on ne conçoit pas de ne pas faire un drainage. On va forcément poser des drains qui vont pas perdre l'eau, mais la canaliser vers des endroits où on la récupère, on la stocke temporairement, et on se donne les moyens ensuite, une fois que les parcelles sont du coup asséchées très tôt, donc idéalement pour le 15 mars, on doit pouvoir rentrer dans le terrain pour préparer les cultures et les planter. Ça passe par un souci par une gestion de l'assèchement, mais après on doit se donner les moyens évidemment de stocker l'eau pour ensuite la redistribuer. Et là, on peut faire un effort de rationalité pour ne pas être des purs consommateurs d'eau potable et aller prendre tout sur les réseaux publics. Enfin, ce sera un non-sens et puis un coût colossal. Sachant qu'en Belgique, un mètre cube d'eau de ville, donc l'eau distribuée par la Société des eaux, vaut grosso modo 5 euros le mètre cube. Notre champ, nous, on pense qu'avec 1500 mètres cubes annuels, on couvre le besoin. Mais donc, on est presque à 10 000 euros d'investissement eau, c'est pas du tout jouable. Et le forage, lui, par contre, l'eau n'est pas gratuite, mais son coût est de l'ordre de 10 cents, 15 cents au mètre cube. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'on fait les frais du forage qui coûtent, c'est une opération quand même à une quinzaine de milliers d'euros, quoi. Selon les profondeurs, ça peut aller jusqu'à 25 000 euros le forage. Donc voilà, bien, j'insiste sur ce point-là parce que j'ai énormément de gens évidemment qui sont chez eux en permaculture et qui pensent venir trouver chez nous une illustration en grand de ce qu'ils font en permaculture. Moi, je leur explique simplement mon cheminement personnel qui m'a fait rentrer dans voilà, des considérations telles qu'il me faut un forage. Enfin, il me dit c'est presque industriel votre truc. Ben, il me faut de l'eau, j'ai pas le choix. La société, enfin, vous qui êtes client, si je vous propose des carottes mi-mai, vous êtes hyper content, vous avez des carottes toutes fraîches, ultra sucrées, avec leurs fans ultra fraîches. Si vous voulez que je vous apporte ce produit à la mi-mai, et donc que moi, de mon côté, économiquement, je m'y retrouve, je suis obligé d'avoir un terrain sec tôt, ce qui implique de mettre du plastique pour chasser l'eau, ce qui explique de mettre du drainage pour canaliser l'eau, ce qui implique que courant mai, comme j'ai tout asséché et je plante mes carottes, les carottes ont besoin d'eau, je dois avoir des outils pour ramener l'eau. Vous voyez ? C'est évidemment enfin, il y a 10 ans, je n'aurais jamais pensé faire ça. Mais j'ai toujours essayé de garder un esprit rationnel, hors de l'idéologie. Et je connais beaucoup qui ont poussé la démarche permacole très loin, même en activité économique, mais qui, au bout de 10 ans, se sont rendus compte, ben ouais, ça marche quand même mieux si j'amène de l'eau. C'est aussi bête que ça. Mais l'idéologie, au début, et l'envie de faire hyper bien, pousse parfois à des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs, je pense. Voilà pour en gros sur le site. Donc la coopérative sur le plan juridique, elle s'appelle la coopérative de la Tige-Cointine. C'est le lieu dit en fait de la Tige-Cointine. Réellement, son nom commercial pratiqué par tous les gens du coin, on l'appelle la COOF, C-O-O-F, donc COOF.be. Et c'est en fait la coopérative des mangeurs biopositifs de Fernelmont. Biopositif, ça veut dire que tout ce que je viens de vous expliquer, à chaque choix stratégique, on est toujours guidé par est-ce que je vais profiter à la biodiversité de mon lieu? Est-ce que je vais l'améliorer? Au pire, l'aménager, mais en tout cas, je ne peux pas la dégrader. Donc l'idée des plantations d'arbres, d'avoir évidemment aucune terre nue, des couvertures de sol, même plastique, c'est un compromis qu'on accepte. Partout où le sol était nu, on a semé une prairie. La prairie doit être aussi riche que possible parce que du point de vue biodiversité, séquestration de carbone, tout ça, ça compte énormément. Voilà, on essaye d'avoir un bilan autant exemplaire que possible, sachant que dès qu'on inféode d'un projet économique à un projet plus social, on a des considérations économiques qui nous obligent à admettre un compromis ou l'autre. C'est tous les débats qui animent nos réunions en général.
Voilà, pour le reste, qu'est-ce que je peux vous donner comme données très terre à terre? On a 4 serres de 7 mètres par 30 dans lesquelles on cultive alors les classiques, tomates, une grande variété de tomates, concombres, aubergines un petit peu. Et alors on s'est spécialisé dans le melon. C'est un projet qui a émergé il y a 3 ans. On s'est mis à 3 producteurs. En fait, à l'époque, mon collègue, je ne travaillais pas avec lui, et donc c'était deux implantations distinctes. Euh, on s'est dit, ben, ce serait cool de faire un produit d'appel qui fasse parler vraiment. C'était plus un effort de communication, au-delà du fait que c'est un très bon produit. Moi, j'avais aucune certitude que ça pourrait pousser en Belgique. Lui m'a dit, j'ai fait 2-3 essais, ça marche plutôt pas mal, ils sont assez bons, un peu sucrés. Et on a parié que le climat se réchauffant serait du coup un adjuvant pour la culture de melon, nous rapprochant plutôt des températures qu'on a allez, juste au-dessus de la Loire, quoi, en France. On a parié là-dessus. Et donc, on a analysé le truc, on n'a pas discuté longtemps. On dit, OK, on essaye, ça coûte pas cher d'essayer, on verra bien. Et on a trouvé avec nous un troisième partenaire qui, lui, est un agriculteur en grande culture, en chimie, en partie chimie en tout cas, céréales, betteraves, ce genre de culture, et qui voulait. Il a le goût de l'aventure et voulait essayer un peu des trucs exotiques. Donc, il s'est dit, ouais, moi, je vais acheter une petite serre aussi, je vais mettre quelques melons, on verra. Et on a démarré comme ça il y a 3 ans. La deuxième année, se sont ajoutés 2 producteurs, on s'est retrouvé à 5. Là, cette année, on est 9. Notamment, se sont ajoutés des stagiaires que j'ai eu l'année passée comme stagiaires qui maintenant s'installent. On est resté évidemment en super bon terme. Ils s'installent à 5 km de chez nous. On leur a directement proposé, est-ce que tu veux prenant part au projet du Bon Melon de Fernelmont? Puisque ma commune, c'est Fernelmont. On l'a nommé comme ça. Alors, c'est interdit. On a voulu faire un label, déposer un label. Et on a fait venir un spécialiste du label chez nous pour la petite histoire. Il nous a dit non, vous ne pouvez pas mettre le nom dans le nom de votre localité dedans, vous ne pouvez pas. Parce que du point de vue des faisant loi au niveau des labels, vous caractérisez votre produit par une appellation locale, ce qui du coup est anticoncurrentiel. Enfin, ils nous ont sorti un truc imbuvable. On a dit, OK, donc ce label-là, on ne peut pas, ce label-là, on ne peut pas. Il nous a montré tous les labels et il nous en a laissé un où la porte était ouverte, c'est label auto-émis. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, donc, en gros, on n'a pas besoin de vous. On fait un label, on décrète qu'on a un melon qui est le nôtre, on l'appelle comme on veut, et puis on démarre. Ben, on fait ça. En plus, c'était un label gratuit, tous les autres étaient payants, il fallait 5 ans pour les obtenir. Des méandres administratifs quasi soviétiques, quoi. Bref, on a créé ce melon, et là, maintenant, on est 9 à le produire. Et le résultat, oui, on a été quand même un peu appuyé par une structure paracommunale qui s'appelle un GAL, donc Groupement d'action locale, si je me rappelle bien, qui est financé principalement par des fonds européens leaders de mémoire. Et c'est en fait des communes limitrophes, toujours des trios de communes limitrophes qui se portent candidates sur une base d'initiative citoyenne à déposer des projets auprès des instances européennes en disant voilà, nos 3 communes veulent faire ensemble au niveau transcommunal des projets d'intérêt commun. Ça va toujours sur les mêmes thèmes, mobilité, habitat, isolation, agriculture, alimentation, ce genre de choses. Et puis, ils déposent le dossier aux instances européennes qui, à l'échelle de l'Europe, votent pour X GAL. À partir de ce moment-là, les GAL sont créés et sont, j'ai pas vu les chiffres, mais à mon avis, assez lourdement financés parce qu'ils ont chacun plusieurs salariés. Et nous, on en a notamment un qui bosse pour nous pour ce projet Bon Melon qu'on avait déposé dans les fiches projet à l'époque et qui a été reçu positivement. Donc, on bénéficie d'un appui via ce salarié du GAL qui bosse pour nous en communication, coordination. Et alors, du coup, ils nous ont dit, vous bénéficiez d'une enveloppe budgétaire, pas très lourde, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez dans le cadre du projet Melon. Alors, on avait le choix, acheter du structurel ou on pensait peut-être aussi se former. Donc, moi, je dis clairement, la formation, si on nous paye une formation, une spécialisation sur le melon spécifiquement, c'est tellement plus intéressant que d'acheter une serre, quoi. La serre, on peut la financer autrement. Et donc, on a foncé. J'ai contacté dans le sud de la France 3 ou 4 endroits. On m'a donné toujours le même nom. Xavier Dubreuc, un gars qui bosse beaucoup avec le réseau maraîchage sol vivant, qui commence à vraiment faire tache d'huile en France, qui est hyper intéressant si vous voulez une ressource intellectuelle sur l'agronomie,
faites de manière vertueuse, y compris à l'échelle industrielle. Regardez les chaînes YouTube de maraîchage sol vivant, vers de terre production. C'est vraiment des puits sans fond d'informations. Moi, j'ai appris l'essentiel de l'agronomie avec eux, quoi. Ils diffusent tout gratuitement ou quasiment. Ils font un peu de conseils aussi payants. Enfin voilà, ça c'est un super filon si vraiment ça vous intéresse, aller épuiser ce filon-là. Donc je suis tombé sur Xavier Dubreuc et donc on lui explique, on dit voilà, on va faire du melon en Belgique. Et lui, il fait en fait tout le melon du sud-ouest de la France. Il est consultant technique, il ne fait que ça. Mais il fait aussi le Maghreb, le Honduras. C'est vraiment le spécialiste, un des spécialistes mondiaux du melon, quoi. Et il dit, mais enfin, il n'y a pas de soleil chez vous? Je dis, bah, tu te détrompes pas, il fait chaud chez nous, il fait fort chaud là pour l'instant. Ouais, ok, bah ouais, je peux venir. Voilà mon tarif pour une journée de consultance. Je remonte du sud de la France une journée. Je suis là à 8h, 18h, je repars, 10h. Je dis, mais tu vas pas nous former 10 heures sur le melon, tu vas nous apprendre à le cuisiner ou... Ça me semblait tellement dingue, 10 heures sur une porte, moi j'ai pas l'habitude de ça. Il dit, non, j'aurais pas assez que 10 heures, tu vas voir, c'est très technique. Et de fait, il est venu, mais il était hyper dubitatif. Hein. Il a dit, j'attends vraiment de voir vos résultats, pour moi vos melons, ils ne seront pas sucrés. Parce que le sucre, c'est la photosynthèse c'est le soleil. Et pour lui, la Belgique, il fait noir tout le temps, quoi. Je suppose qu'il pense la même chose de la Suisse. Et donc, pardon? Non, certainement pas la Suisse, mais la Belgique, oui. Ouais, voilà. Bon, personnellement, je déteste le melon, hein, qu'on se le C'est dise. vrai? Je déteste. Allez. Mais ouais, j'ai quelques clients qui n'aiment vraiment pas. Après, l'immense majorité adore. On dit toujours, les clients, au moment du melon, ils se transforment en guêpes, quoi. Il y a du sucre, ils deviennent dingues. Et donc, première année, on produit nos melons. Je passe par tout un tas de documentation toujours et je me rends compte que tiens, il existe un petit outil super pas cher qu'on trouve même sur Amazon. Désolé, ça se trouve pas facilement, mais sur Amazon ça se trouve à 15 euros. Ça s'appelle un réfractomètre Brix. Ça mesure en fait en live le taux de sucre et c'est un outil sans pile, sans rien. C'est purement un instrument optique qui fait une dissipation de spectre lumineux au travers de la sève, enfin du jus extrait du fruit et donne instantanément dans une petite lunette comme celle d'un télescope une échelle de sucre. Enfin, c'est un instrument qu'utilisent beaucoup les producteurs de raisins pour savoir quand vendanger, ceux qui produisent de la betterave pour estimer le taux de sucre. Et donc nous on s'est dit c'est une bonne idée sur le melon. J'en ai acheté un et ça nous a donné un super prétexte à ouvrir un melon par jour tous les matins pour le goûter. On mange un melon à deux tous les matins quasiment. Et à notre grande surprise, y compris à celle du consultant technique, on obtient des taux de sucre ultra élevés, bien plus que ceux que lui a dans le sud. Alors la question, pourquoi? Bon, on s'est dit, ok, le soleil, on l'a, on est capable de faire un bilan solaire de l'année, on sait si c'est chaud ou pas. Là, les 3 dernières années, il a fait chaud tout le temps, donc voilà, ça c'est un point. Mais ça n'explique quand même pas qu'on ait plus de sucre qu'en France. Et là, j'ai potassé cette question parce que j'aime pas ne pas savoir, quoi. Il faut que je sache pourquoi on obtenait du 15% de sucre très fréquemment. Et lui me disait, quand je lui ai soumis ses résultats, il me dit, purée, je suis vachement étonné. Et je dis, et vous en France, c'est quoi votre standard? Il me dit, nous quand on a 12, c'est bien. Et bien sûr, ils produisent 1000, 2000 hectares de melons au tracteur, pas par les mêmes processus. Et surtout, c'est de nouveau une illustration que l'échelle industrielle pour beaucoup de production n'est vraiment pas pertinente. Les circuits longs ne sont pas pertinents parce que par définition, ils empêchent la qualité. En tout cas, sur ce produit-là, il y a plein de produits où ça ne pose pas de problème. La patate, à mon avis, typiquement, c'est pas gênant. Mais le melon, j'ai appris en le cultivant que c'est hyper facile à faire pousser. C'est une courge, donc avec une génétique surpuissante. Ça fonctionne tout seul, pour autant qu'il a de l'eau et de quoi manger, enfin, des nutriments, quoi, hein. Donc là, c'est simplement une qualité de sol, un terroir, ce genre de choses. Mais ce qui fait la qualité du melon, c'est la cueillette. On ne le cueille pas n'importe quand, n'importe comment. Nous, on remarque, à force d'en cueillir, là, on en a fait une tonne et demie l'année dernière. On en fait 2 serres entières, en fait, tellement c'est devenu un produit phare pour nous. Outre l'effet d'appel, évidemment, c'est un produit très, très qualitatif, exceptionnel pour la Belgique. Donc, on parle beaucoup de nous, on a eu beaucoup de reportages télé là-dessus. Et les gens ne sont jamais déçus. Ils viennent en prendre un peu dubitatif. Ils repassent 3 fois sur la journée en prendre pour eux et leurs voisins. On n'en a jamais assez, au final. Qu'est-ce que je disais? J'ai encore fait une digression qui me fait perdre le nord.
Cueillette. L'important, c'est la La cueillette. cueillette, merci, merci. Oui, la cueillette. Donc, on voit en cueillant le matin, le midi et le soir, les taux de sucre ne sont pas les mêmes. Il semblerait, d'après le consultant technique que j'ai eu, que au moment où il y a beaucoup de soleil, le taux de sucre est élevé. Et visiblement, quand il y a moins de soleil, le taux de sucre est moins élevé. J'ai dit, mais ça, c'est quand même bizarre comme processus. Ça signifierait qu'il y aurait un reflux des sucres du fruit vers la plante ou une évaporation de sucre. Et il me dit, je ne maîtrise pas très bien ça, je ne sais pas pourquoi, mais oui, visiblement, il y aurait un échange dans les deux sens entre le fruit et la plante. Et on le voit vraiment quand on cueille nos melons sur une période ensoleillée, automatiquement les taux de sucre sont élevés. On est monté parfois 18% sur certains melons tout à fait exceptionnels, on ne sait pas pour quelle raison. Mais là, c'est limite, vous ouvrez la chair du melon, vous le coupez en cubes, vous le prenez dans vos doigts, il colle au doigt comme un bord de popcorn un peu dégoulinant. Là, oui, c'est hyper étonnant. Et donc, le taux de sucre, on ne sait toujours pas très précisément pourquoi. Moi, je pense que oui, c'est essentiellement la cueillette. Probablement que le terroir, la qualité du sol est très différente. Là-bas, ils sont sur des sols à taux de matière organique de 2% quand tout va bien. Moi, je considère comme maraîcher qu'en dessous de 3,5, c'est pas cultivable. Mon standard, c'est 7% de matière organique. Mais là, je mets les moyens pour le faire monter, ce taux de matière organique. Enfin, on peut y revenir aussi, mais c'est long. Donc j'expliquais que voilà, je reviens, encore une digression. La cueillette, nous, d'abord, on a choisi, grâce à notre consultant, une variété de melons que l'industrie ne peut plus faire en France, parce qu'en fait, elle est aromatiquement supérieure, gustativement exceptionnelle, très très embaumante, elle est forte à l'odorat même sans l'ouvrir. Hein. Il est jaune or, donc vraiment un produit commercialement génial, mais pas de bol pour eux, ils s'abîment dans les caisses, dans le transport. Et leurs principaux clients historiques sont au Royaume-Uni en fait. Le melon français est très acheté par l'Angleterre, en tout cas à l'époque. Et en pratiquant ce melon-là, qui était gustativement en France le meilleur, ils ont commencé à l'exporter en Angleterre et ils avaient, de la part des acheteurs en Angleterre, des refus à l'arrivée au bateau. Ils disaient non, on n'en veut pas, ils sont abîmés, trop de déchets, trop de déchets. Donc ils ont été obligés de l'abandonner, simplement parce qu'il n'a pas de résistance mécanique, son épiderme est assez fragile. Et le consultant nous a dit, faites-le. Faites-le, c'est une variété qu'on ne fait plus en France et vous n'avez pas ces problèmes. Vous cueillez votre melon, vous le donnez à votre client, il mange. Donc il ne va pas l'abîmer. Il aura un produit top du top, c'est inconcurrençable. Le Deleuze ou le supermarché du coin peut faire ce qu'il veut, il n'aura jamais votre qualité, c'est physiquement pas possible. Et donc là, je le tire d'un gars qui connaît les filières de distribution. Voilà, je prenais très peu de risques. Donc là, c'est une occurrence quand même très illustrative, je trouve, de la grande distribution, pour amener le produit, doit forcément faire une dégradation de qualité, puisque ça les contraint, les cultivateurs, à cueillir le melon prématurément, probablement un jour trop tôt. Son taux de sucre est faible, du coup, il est assez ferme, la chair n'est pas aussi orange qu'elle devrait, mais c'est à ce prix-là qu'il arrivera en état safe, là où il doit être exporté, quoi. Donc là, par définition, c'est super simple à plaider, ce melon n'est pas bon, parce qu'il ne peut pas l'être. Logistiquement parlant, il ne peut pas l'être. Voilà. Donc c'est devenu un produit super important pour nous et le groupe grandit chaque année. On en voit maintenant en Belgique, dans d'autres provinces, commencer à en faire aussi. Et on est super content de ce point de vue-là. J'allais dire un truc très important pour moi, c'est que nous, notre lieu, on se veut ouvert, quoi. Donc la concurrence, on en a déjà ouvertement parlé stratégiquement. Moi, j'ai connu la concurrence vraiment terrible dans les milieux informatiques où les concurrents s'entretuent les uns les autres tant qu'ils peuvent. Ici, quand j'ai atterri dans le maraîchage, je ne voulais pas reproduire ça, je voulais vraiment tomber sur des modèles collaboratifs. La meilleure collaboration, c'est celle que j'ai eue donc avec mon collègue, que j'ai rejoint sur le lieu de la COF. Mais évidemment, on forme des jeunes, on réseaute le plus possible avec tous les producteurs locaux, on essaye de susciter des vocations en montrant en fait aux jeunes sur le lieu, voilà, ça c'est faisable, ça ne demande pas d'être magicien, ça demande juste de la pugnacité, de l'organisation, un effort quand même conséquent, hein, physiquement, intellectuellement, mentalement. Ça reste un métier d'agriculture et l'agriculture c'est dur, à quelque échelle que ce soit quasiment. Mais on arrive quand même à accueillir des stagiaires et repartir, on pense en tout cas, assez bien armés pour
voilà, pour les conduire plus loin et qu'ensuite, on puisse devenir avec eux un maillage de producteurs à l'échelle territoriale. Moi, mon objectif, c'est quand j'aurai 65 ans, je veux me retourner sur ce que j'ai fait et dire tout ce réseau-là, j'ai été dans les initiateurs de ça. Pas pour le mérite, simplement pour dire quand je serai vieux, ils feront des légumes pour moi. J'aurais pu faire. Enfin, je blague, hein, mais non, je veux vraiment, toujours dans cette idée de permaculture et de résilience, participer à ce mouvement qui, on l'a vu avec le Covid, quand les grands circuits logistiques sont menacés, tout de suite, instinctivement, les gens se tournent vers nous en disant, vous êtes là, pas délocalisable, vous produisez, vous ne dépendez pas d'un fournisseur ou très peu, vous êtes une valeur sûre. Ça fait un choc culturel à beaucoup de gens, y compris à nous. On ne s'attendait pas forcément à ce genre de raz-de-marée de clientèle. Mais donc, moi, ça vient valider ce que je pensais à ma première intuition en 2014, c'est que nos territoires ne sont alimentairement absolument pas résilients et qu'on ne les rendra sans doute jamais intégralement résilients, mais qu'on peut quand même combler un gap de résilience sans difficulté. On fait tout ça pour l'instant avec très peu d'appui en fait. C'est des initiatives personnelles, des efforts personnels agrégés. Et une fois qu'ils s'agrègent, alors j'ai remarqué que le politique s'intéresse. Oui. Le politique, il vient, il aime bien se montrer avec nous en disant oh, voyez, moi je les appuie, mais tu n'étais pas là il y a 4 ans. Tu es là maintenant, quand c'est acquis et que tu peux mettre ta photo sur ta tête avec nous. J'ai rien contre, s'il donne un coup de main, je m'en fous. Très bien. Voilà. Je pense que ça peut être une jolie étape pour lancer un certain nombre de questions. Il y en a déjà une qui est arrivée, et puis moi j'en aurais 12 déjà. Mais donc, je propose qu'on ouvre les questions. Valérie en a une. Je ne la comprends pas très bien. Est-ce que tu peux la dire toi-même, Valérie, s'il te plaît? Alors, vous m'entendez? Bonjour, Valérie. Bonjour. Non, vous avez parlé de votre taux de matière organique qui était en France dans les champs cultivés au tracteur de 2%. Vous avez en ce moment 3% ou 3,5%, si j'ai bien compris, mais votre but, ce serait d'avoir 7% de matière organique. Ouais. Quels sont, puisque vous avez un plastique sur vos cultures, si j'ai bien compris, quel est le mécanisme avec lequel vous allez augmenter cette matière organique? Est-ce que vous mettez du compost? Comment vous le fabriquez? D'où il vient? Je sens qu'on va parler du pipi et du caca là bientôt. Tout à fait, oui. Oui, je me rends compte que c'est une question très longue, mais enfin, est-ce que c'est possible de synthétiser? Ouais, pas de souci. Actuellement, mon principal point d'approvisionnement est effectivement le compost de déchets verts purs. Quoi d'autre? On amène un tout petit peu d'azote. On le met sous le plastique, donc, évidemment. On le met sous le plastique. Alors, la modalité, c'est qu'au moment voulu, on enlève le plastique complètement. Attendez, je vais vous faire un partage d'écran. Vous allez voir à quoi ressemble mon champ. J'ai fait une photo tantôt, juste avant de quitter. Vous verrez un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Pas encore. Est-ce que je dois faire quelque chose pour… Non, c'est moi qui clique. Voilà, je pense que vous devriez voir maintenant. Oui. Vous voyez, ça fait beaucoup de plastique. Mais au moment voulu, donc idéalement le 15 mars, par là, on enlève le plastique et puis alors on fait une préparation des planches de culture. Donc, moi, je tiens à rester en non-labour ou en tout cas en ce travail du sol limité, puisque ce geste de labour, pour 1000 raisons, est délétère. Mais j'utilise quand même des outils mécaniques, c'est-à-dire que j'ai un petit motoculteur hyper adapté, super maniable, qui passe un peu partout, qui me permet de… vidéo, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui me permet en fait de construire une planche, c'est-à-dire faire un relief. J'ai pas de photo là sous la main, mais faire un relief d'une dizaine, une quinzaine de centimètres pour des raisons ergonomiques. Pour le travailleur, c'est plus facile. Pour des raisons d'isolation du trop d'eau, donc faire un effet drainant. Et à ce moment-là, en fait, on passe un coup de grelinette. C'est un outil que vous avez sûrement déjà vu, je ne sais pas. Oui. Voilà, on passe un coup avec ça. C'est le seul outil qui descend à plus de 4 cm dans mon sol, en gros. Donc, c'est très soft au niveau de la préservation du biotope et des vers de terre, macro, tout ce qui est macro, en fait, est vraiment épargné grâce à ça. Donc, même une bêche, je ne l'utilise pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on fait un apport de compost. Alors, moi, ici, je démarre sur une terre que je n'ai jamais connue, en fait, une terre historiquement agricole avec des taux de matière organique faibles comparativement à ce que je suis habitué. Moi, j'ai travaillé sur mes précédentes parcelles sur des anciennes prairies avec des taux au départ à 7%, et que comme j'étais un peu de nouveau vierge intellectuellement, j'avais aucune connaissance que 7% c'était déjà extrême, et donc j'amendais encore. Je rajoutais du compost, des feuilles, de la pelouse, je faisais plein d'essais d'amendement,
Et je me retrouvais, donc je faisais de l'analyse de sol, évidemment, plus qu'annuellement. Et les résultats que je recevais à la fin, je savais même pas que ça existait. Et les instituts agronomiques me mettaient en commentaire trop fertile. Ça, je savais pas que ça existait. J'ai montré à des copains à la famille, ils m'ont dit, j'ai jamais vu ça. T'es à 9% et demi, mais qu'est-ce que tu ne peux pas faire pousser là-dedans? C'est trop. Mais je dis, c'est trop à partir du moment où tu me prouves que ça a un effet contre-productif. Mais regarde comment tout pousse. Mes salades sont prêtes en 25 jours. Le maraîcher habituel, il en faut 45. Où est le problème? Et donc, c'est en cherchant là-dessus, sur justement comment domestiquer tous ces matériaux, que faire, les bonnes pratiques, est-ce qu'il y a trop peu. J'avais aucun repère, en fait. Donc, j'ai été chercher ça chez Maraîchage Sol Vivant, qui est juste, dont c'est le credo, en fait. Comment prendre un sol mort, jamais mort, mais caricaturalement, oui, qui est à 0,8% de matière organique, complètement caillouteux, rempli de craie. Voilà, ça c'est le cas extrême. Un jeune porteur de projet achète ça. Comment il va vivre de ça? Et Maraîchage Sol Vivant a créé un réseau de, je ne sais pas combien ils sont maintenant à l'échelle de la France, peut-être 300 ou 400 qui sont fédérés dans ce réseau, où ils expérimentent plein de choses avec des amendements ultra massifs et très, très parfois originaux. Leur but est de dire comment je transforme ça en un lieu fertile. Et j'ai pas 5 ans pour le faire puisque mon petit producteur, là, il lui faut un revenu immédiat la première année. C'est vraiment technique, hein, c'est compliqué à faire. Alors, logistiquement, les premières années, c'est des apports colossaux. Je sais pas si ça va vous parler, mais ils font parfois des apports de 200 tonnes hectares de BRF, donc de copeaux de bois, en fait, hein, un bois assez spécifique. Et 200 tonnes, comment ils appellent ça? Ils appellent ça l'Armageddon. Vous voyez, c'est le genre de pratique. Et en fait, à autant de producteurs, ils peuvent faire des essais agronomiques de ce genre en diluant le risque pris chez chacun plutôt que chez une seule personne qui prendrait tout le risque. Ils organisent des essais comme ça, ventilés par le producteur. Et ils font à chaque fois une comparaison à la fin. Voilà ce que j'ai obtenu, voilà la quantité de vers de terre. Et sur les années, ils observent les incidences de ce qu'ils font. Pour vous donner une idée de jusqu'où ils sont allés pour aller dans la caricature, ils se sont dit, je vois bien que quand mon taux de matière organique est élevé, donc mon taux de carbone dans les sols est élevé, en dehors des effets évidemment atmosphériques très bénéfiques, où chaque molécule de carbone stockée est forcément un appauvrissement atmosphérique, puisque c'est du végétal qui l'a puisé là, en fait. Eh ben, qu'est-ce que j'ai comme forme extrême de carbone? Et donc, ils ont été vers du BRF de chêne, qui a un rapport C/N de 500 pour 1, donc énormément de carbone au centimètre cube, si vous voulez, faire simple. Ils se sont dit, qu'est-ce que j'ai de plus dense que ça? Et en fait, ils se sont dit, du carbone très, très, très dense, hyper saturé, ce serait de l'huile ou du pétrole. C'est ça, en fait. Le pétrole, c'est du végétal liquide. Oui. Donc, hyper densifié. Et donc, ils se sont dit, comment, je vais quand même pas mettre du pétrole dans le sol pour voir, c'est quand même un peu limite. Et ils ont dit, si on va prendre un petit test, et ils ont fait quelques dizaines de mètres carrés, ils sont allés dans les friteries du coin récupérer les huiles, carrément, et ils ont amendé leur sol à l'huile, juste pour le test, quoi. Alors, très discutable du point de vue environnemental, mais en fait, pas du tout. C'est ce qu'on apprend dans ce test, c'est que non, il n'y a pas d'infiltration de cette huile à la nappe, puisque c'est ça qu'on craint principalement de point de vue environnemental. Il n'y a pas. Si vous faites ça sur un sol mort, il y aura. Si vous faites ça sur un biotope vivant et peuplé comme un sol forestier, en fait, il va pratiquement tout capturer. C'est toujours le même principe. Vous prenez un brin d'herbe ou un bout d'écorce ou de l'huile ou n'importe quel truc organique, le biotope l'identifie comme quelque chose à décomposer, pour autant que le biotope existe. Et si vous avez un biotope, on considère que dans les champs wallons, on est à une moyenne de 150 kg de vers de terre à l'hectare, là où en forêt, on est parfois à 3 tonnes. Nous, on observe chez nous des 2 tonnes, 2 tonnes et demie. Chez Maraîchage Sol Vivant, qui ont poussé les amendements organiques, type compost, fumier, BRF, tout ce qu'on peut imaginer, ils observent parfois 6 tonnes de vers de terre à l'hectare. Et ce qu'on observe systématiquement, c'est toujours corrélé. Beaucoup de vers de terre égale des légumes comme ça. Toujours. Vous voyez? Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi que plus ça ressemble à une forêt, plus le sol en fait correspond à celui d'une forêt, plus ça a fonctionné. Complètement. C'est l'idée. Hein.
J'en ai pas parlé, enfin, en soi, ça pourrait faire l'objet de 3 heures de conférence Oui. sur l'agriculture de conservation, l'agroécologie, l'agroforesterie, tout ça. Ce sont toutes d'autres filières, mais qui tous ont un patrimoine commun, une orientation commune. C'est de dire, faites l'observation. Vous allez en plaine en Suisse, je ne sais pas où il y a des plaines en Suisse, je ne connais pas bien le pays, mais Non, il y en vous a allez pas. il n'y en a pas. Il y a Il ce y en qu'on a appelle même. le plateau. D'accord. Le Eh plateau. ben, si vous allez à la lisière d'une forêt, vous avez une forêt juste à côté un champ, Mhm. vous observez les deux biotopes. Mhm. Et vous en avez un d'un côté qui est intégralement ou quasiment spontané, un bois naturel, donc c'est pas des forêts primaires, mais c'est quand même des forêts spontanées la plupart du temps. Et à côté, vous avez un agro-écosystème, donc un écosystème artificialisé, qui fait pousser un blé de 60 cm ou 80 cm quand tout va bien, parce qu'ils sont magnifiés maintenant. Et à côté, vous avez une forêt totalement exubérante, délirante de variétés végétales. Et puis, vous faites le bilan du travail dans chacune de ces deux parcelles. Il y en a une qui nécessite plein d'énergie fossile, plein de temps, des risques financiers, du capital, des intérêts chez un banquier. Et l'autre qui est intégralement spontanée, non fertilisée. Et donc, on se dit, mais toute cette biomasse, la biomasse produite par la forêt, elle vient bien de quelque part. L'azote et le carbone dont elle est composée, qui les a épandus? Personne, en fait. C'est le biotope qui est capable de synthétiser tout ça. Et donc, c'est toutes ces filières, permaculture y compris, l'idée, c'est pas forcément de dire, je vais planter mes légumes dans un bois, parce que ça, il y a peu de chances que ça marche vraiment nickel. En tout cas, c'est très technique. Mais par contre, l'auto-organisation des systèmes, qu'est-ce que je peux aller chercher dedans que je pourrais mettre à profit dans mon agro-écosystème? Mhm. Moi, c'est plus dans cette position-là que je suis. Les processus spontanés, partout, je peux les mettre à profit dans ma parcelle, mais je ne parle même pas d'écologie. C'est un profit économique. Vous voyez, Mhm. je peux parler dans ce langage-là aux agriculteurs, ils le comprennent. J'ai un profit économique. Tu fais du bien à la planète. Ils vont dire, ouais, ok, super, mais je ne suis pas responsable de ça. Donc. Ouais, ouais. Ouais. On a une question de Adriane Zeller. Est-ce que vous pouvez prendre la… Ouais, c'est Agnès Zinoviev, en fait, je suis sa compagne, elle est un peu derrière. Bonjour. Je voulais juste demander par rapport à justement la matière organique, est-ce que dans le système un peu global, il y a un endroit pour avoir justement la matière organique, compost et tout ce qu'on met pour le côté bio-intensif? Est-ce que c'est pensé ou il faut la chercher assez loin? Comment Ah, vous avez réussi par rapport à ça? Parce que c'est souvent une difficulté au début d'avoir… mais je pense que ça dépend des pays et des politiques en la matière. Hein? Chez nous, en Belgique, on a des plateformes de compostage publiques ou privées, peu importe, mais qui produisent des très gros volumes de compost de qualité, qui sont même parfois certifiés bio. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Et ils sont complètement excédentaires en production, parce qu'en fait, très peu de gens ont réellement compris l'intérêt de cette matière. Donc, la phase finale du recyclage, puisqu'il s'agit bien d'un processus de recyclage, la phase finale qui est de ramener cette matière traitée au champ, se fait encore trop peu, en fait. Ce qui implique que le coût au compost, qui, pour moi, par exemple, qui est capté que ce truc était intéressant, même si ce n'est pas la panacée, il y a des effets qu'on néglige souvent, mais voilà, ça reste une ressource du point de vue fertilité et matière organique intéressante. L'effet naturel, c'est que comme la demande est faible, mais l'offre est très grande, je paye le compost 5 € la tonne. Et donc, ça me coûte. Ok, ouais. Voilà. Donc, il est toujours disponible, en fait, et à un coût ridicule. Le jour où la collectivité des producteurs va comprendre que ce truc-là est hyper intéressant, ça va grimper en prix, fatalement. Mais je disais que ce n'était pas la panacée. Je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus. Il y a une phrase qui peut vous choquer, mais c'est à dessein. On dit composter, c'est polluer en MSV, donc en maraîchage sur le vivant. C'est choquant. La première fois que j'ai entendu ça, je dis, enfin, le compost, c'est une super pratique. De nouveau, il faut être objectif sur ce que c'est que composter. Donc, on prend un volume donné, on va dire une tonne de matière végétale morte sèche. On prend cette tonne, on la concentre à un endroit, on dispatche dans le tas une certaine quantité de matériaux carbonés, une certaine quantité de matériaux azotés à un équilibre idéal pour un phénomène de compostage. On s'assure de l'humidification du tas suffisante et de son oxygénation.
Et quand on a ces 4 éléments, c'est typiquement ce que vous trouvez sur le site de Maître Composteur, il vous explique comment faire ça correctement. Quand on a ces 4 éléments, alors se met en route le processus de compostage, qui n'est rien d'autre qu'une digestion par une micro- et macrofaune, hein, globalement. Le résultat final de ça, c'est en fait un gros tas de merde, on va dire ça crûment, d'environ 4 à 500 kilos, je pense, à vue de nez. Donc c'est top, c'est un super excrément, très facile à prendre, qui ne colle pas, d'un point de vue technique, très facile à épandre, pas lourd, pas cher, aucun problème. Ouais, mais il manque 500 kilos. Un processus, ils sont où? Et en fait, ils ne sont pas dans le sol, parce que la plupart du temps, c'est sur une dalle béton que ça se fait. Donc, à moins que ça s'infiltre, mais c'est peu probable, ils sont dans l'atmosphère, en fait, sous forme de méthane et d'ammoniac, pour la plupart du processus. Enfin, il y a d'autres molécules, j'imagine, mais voilà, ce n'est pas non plus anodin, il faut quand même le considérer. C'est toujours comme ça, moi je l'ai fait à mon propre étonnement à chaque fois. Chaque fois que j'ai découvert un nouvel outil, une nouvelle façon de faire, on a toujours cet effet de wow, c'est ça qu'il faut faire. Et au final, quand on analyse objectivement ce qu'on fait, on se rend compte, oui, c'est bien, mais peut mieux faire. Et donc la réponse à ça, comment je peux mieux faire que d'externaliser un processus de compostage, c'est le faire in situ. La place du végétal, en fait, il naît dans la terre et idéalement, il meurt là. C'est le biotope qui s'en occupe. C'est ce qui se passe dans une forêt, finalement. L'arbre pousse, la branche tombe, la branche est décomposée, elle re-rentre dans le cycle via les racines, etc. Mais bon, c'est dans un monde idéal, on est d'accord, et le compostage n'est quand même finalement pas si mal que ça, mais il a cet effet, donc il faut être conscient, quoi. Bon, ça pose une question intéressante sur la localisation et sur la territorialité, non seulement de la production alimentaire, mais donc de sa consommation. C'est que finalement, tout ça, ça pousse, y compris votre exemple des melons et finalement tout votre exposé. Ça montre qu'on a vraiment intérêt, pour garantir la qualité, à ne pas faire des transports inutiles, à ne pas le distribuer selon les règles de la grande distribution, de retrouver directement les déchets sous forme de déchets et non pas directement de compost le plus proche possible d'où ça vient. Et donc, ça veut dire, en gros, faire tout sur place, c'est-à-dire non seulement produire, mais consommer, manger et mettre tout de suite les déchets directement dans la terre. Ce qui pose une question sur les autres domaines de la production alimentaire que l'agriculture à proprement parler, mais bien la distribution, la consommation, et qui veut dire que finalement, les autres partenaires de la chaîne alimentaire, ils doivent aussi jouer le jeu. Et quand vous en parlez, vous dites, en gros, le client est roi, hein, il veut des carottes un mois plus tôt, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un levier dans peut-être la sensibilisation dans un premier temps, mais peut-être aussi un peu politiquement pour aller un peu plus loin, dans l'implication des consommateurs et des distributeurs? Caroline Steele, dans son excellent Ville affamée, montre l'impact de la grande distribution dans le formatage des consommateurs autant que des agriculteurs. Donc, on peut considérer que les distributeurs sont les gros méchants dans cette histoire, mais c'est vrai que si on essaye de comprendre l'ensemble du cycle, il faut absolument changer même l'alimentation. Hein, ce que vous disiez sur les 55 hectares qui produit avec un seul agriculteur par rapport à vos 3 EPT sur 1 hectare, ce n'est pas la même production, mais donc potentiellement, peut-être que ce n'est pas la même alimentation et qu'il faudrait peut-être manger un peu moins de céréales et un petit peu plus de feuilles et de racines, comme vous le dites. Oui, probablement. Il y a un peu de tout ça, en fait. Je dirais, je suis d'accord avec tout dans son ensemble. Sur votre question sur les modèles de distribution, oui, si, c'est sûr, la grande distribution devrait jouer le jeu. Je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais chez nous, ils commencent à sévèrement faire du marketing, alors qu'on est tout à fait d'accord que c'est du greenwashing, et de nouveau, c'est un effet d'aubaine. Mais n'empêche, quand j'ai le Lidl tout proche ici qui met une affiche de 5 mètres sur 2 avec une botte de carottes fraîches, il a quand même compris où était la demande du consommateur. C'est au moins symptomatique de ça, même si ça traduit une mauvaise intention de leur part, parce que réellement, ils n'en pensent pas un mot. Mais moi, il me confirme qu'on est dans le bon, vous voyez. Alors, le but du jeu est d'arriver à les faire rentrer dans la danse. Et au final, j'avais vu un truc très éclairant là-dessus, un documentaire complet sur la filière de la tomate française.
Et donc, évidemment, on caricaturait là-dedans, enfin, à raison en fait, on comparait des produits à Almeria en Espagne, je vais dire, ou dans des serres de ce genre, en hors sol, biberonnés par informatique, enfin, poussant dans une laine de roche, avec des quantités produites colossales, hein, parfois 500 kg du mètre carré, c'est complètement dingue, serre chauffée, bilan carbone dégueulasse, tout ça, avec le petit producteur, genre moi, quelque part perdu dans la garrigue française, et qui sortait une tomate tellement bonne. Et puis, c'était tout à fait vrai, hein, c'est ce qu'on observe tous finalement. Hein. La tomate à 1 € du supermarché ressemble à une tomate. Plus besoin de vous l'expliquer. La mienne est plus chère, elle a du goût. Voilà, c'est ce qu'on observe partout. Et donc, ils ont poussé jusqu'à prendre ces deux produits pour objectiver les choses. Ils sont allés en laboratoire, ils ont fait une analyse des minéraux, nutriments, antioxydants, etc. etc. Et c'était flagrant, quoi. Notamment au niveau des antioxydants, pour une raison toute simple. L'antioxydant, donc c'est dans le mot, hein, c'est de la chimie. Qu'est-ce que ça fait? Ça protège de l'oxygène, en fait, du point de vue végétal. Le végétal, il va produire des antioxydants s'il a, de son point de vue, un taux d'oxygène trop élevé, ou en tout cas à 21%, comme dans une atmosphère commune. À l'inverse, dans les serres en Espagne, dans beaucoup de serres, ils appauvrissent l'atmosphère, ils pompent l'oxygène et saturent en CO2, ce qui augmente la photosynthèse, puisque pour la plante, l'oxygène est un poison. Elle n'en fait rien, elle le rejette intégralement. Ça résulte en un truc tout bête pour la qualité de l'alimentation pour nous les consommateurs, c'est que la plante qui a poussé dans la serre appauvrie en oxygène n'a pas dû se défendre contre l'oxygène, n'a pas produit d'antioxydants et on ne bénéficie, nous, comme consommateurs, pas d'antioxydants. À l'inverse, voilà, c'est simplement que ça. Et donc, ils montraient ça très très clairement. Et puis, ils sont allés trouver le number one de coordinateur de la filière tomate française en lui disant, voilà, répondez, dites-nous comment c'est possible ça. Et le type n'a absolument pas contredit. Il a dit, ouais, je sais, nous aussi on mesure nos taux. Quand le consommateur le demandera, j'en ferai, moi, des bonnes tomates. Quand il sera prêt à mettre 3 €, 4 € du kilo, j'en ferai. Donc, de nouveau, ce n'est pas super bon signe de leur position, parce que je ne suis pas convaincu qu'ils le pensent, mais c'est quand même très symptomatique du pouvoir du consommateur sur la filière, y compris filière lourde. Une filière lourde, on la contre avec un nombre de consommateurs massif. Et c'est bien ça, question. La masse critique de consommateurs qui pèse sur le distributeur. Nous, comme producteurs, on ne le fera pas. Même si on peut prouver objectivement que notre produit est meilleur, ben, ils vont toujours dire oui, mais vous êtes des concurrents. Parce qu'ils sont dans cette logique-là. Si le consommateur bouge, ça bouge. C'est toujours comme ça. Je ne vois que ce levier, outre le levier politique, mais après c'est discutable. Moi j'ai eu des moments où je me disais ce serait quand même cool d'être dans une dictature qui fout tous ces distributeurs dehors. Vous voyez? Et en même temps, il y a quelque chose politiquement en moi qui se court-circuite et qui dit non, je ne veux pas d'une dictature, même si elle fait des trucs bien, elle fera d'autres trucs mal, quoi. Mais on aurait envie des fois de dire enfin, les politiques, vous avez le pouvoir, foutez-moi tout ça dehors et restructurez ça, que ça marche autrement que sur la tête, quoi. Donc, par le consommateur, je ne vois pas d'autre levier pour l'instant vraiment efficace. Ouais. On a notre Christophe de Tribu qui a une question. En tout cas, il a levé la main. Ou bien c'est une insulte peut-être. Mais Non, c'est une question. Merci. Oui, mais je mets une question. En fait, peut-être pour rebondir un peu par rapport à ce que Laurent disait, il faudrait peut-être manger plus de légumes et moins de céréales. Mais en même temps, on parle jamais. Moi, j'ai pas entendu parler d'expérience de culture de céréales dans une logique de permaculture. Est-ce que c'est possible de cultiver différemment la céréale? Alors, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ce sera rentable? Non. C'est impossible. À mon avis, de nouveau, de là où je suis, hein, peut-être qu'on a une expérience dans le monde pour à l'inverse. Dans notre contexte socio-économique, je vois mal, de nouveau parce que le consommateur attend un prix de la céréale à un prix donné. Il est habitué à acheter son kilo de farine à 1 €, 1,20 € peut-être. À 1,20 €, je ne paye pas le type qui va les faucher. Hein. C'est aussi bête que ça. Hein. Et à vrai dire, je me demande même si ça aura un intérêt, vous voyez. Parce que moi, ce que j'ai appris dans l'agriculture de conservation, donc qui est en fait ce que j'ai découvert quand je trouvais la permaculture faite à la main tellement vertueuse et tellement positive sur la qualité, positive sur les sols, positive sur
la gestion de l'eau, enfin, tout était magnifique, quoi. Et je me dis, à un moment, je me suis dit, est-ce que dans le monde, quelque part, a eu l'idée d'appliquer ces principes à l'échelle industrielle? C'est ça. Voilà. Parce que je pensais, moi, sur le moment, je pensais essayer de le faire. Transposer les techniques que je fais à la permaculture à l'échelle d'un champ de blé fait avec un tracteur, comment je pourrais le faire? Et la première chose à faire, c'est vérifier si ça n'a pas déjà été fait. Et ça est fait, évidemment, ça existe. L'agriculture de conservation, de mémoire, ça représente 29 ou peut-être 30-32%. Par exemple, les plaines du Mato Grosso du Brésil, 32% sont en agriculture de conservation, c'est-à-dire en non-labour, avec une dose de chimie ridicule, infinitésimale. Et donc là, on n'est plus. Moi, je ne suis pas dans l'idéologie de dire zéro chimie. Ça devient une religion si on dit zéro, zéro et tout super bien. Je préférerais, bien sûr, mais je comprends aussi, ayant beaucoup voyagé intellectuellement dans ces histoires d'agriculture, je comprends les contraintes de gérer 6000 hectares de blé, par exemple, sans chimie, en zéro chimie. Il faut aller mettre le nez dedans et comprendre les contraintes de l'agriculteur pour comprendre pourquoi il le fait en final. Et ceux qui ont été plus loin pour des raisons historiques, c'est ceux, en fait, l'agriculture de la Révolution verte, donc celle qu'on critique maintenant, à raison, a été exportée en Amérique du Sud pour des raisons d'organisation intercontinentale, en fait, où on disait que l'Amérique du Sud sera le pays qui produit le grenier à blé du monde, hein, grosso modo. La Chine sera l'industrie, l'Inde, ce seront les ingénieurs. Enfin voilà, je crois que c'est les thèses de Ricardo qui poussaient là-dedans, de mémoire. Pour cette raison, ils ont voulu pousser la révolution verte dans les plaines d'Argentine, du Brésil, etc., qui était un territoire presque inexploré, dans un cadre de pays même pas en voie de développement, en fait, pays presque tiers-monde, quoi. Et ils ont développé ça. Et donc, ils ont transposé très technocratiquement les méthodes développées dans les plaines américaines et européennes. Ils ont transposé presque tel quel les mêmes processus de fabrication dans les plaines. Alors, on a flingué l'Amazonie en partie et on a remplacé par des champs. Vous connaissez ça super bien. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on ne communique pas là-dessus. Il faut gratter sur le net pour trouver de l'info là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, après quelques décennies de pratiques comme ça, l'agriculture brésilienne était morte, les sols étaient cuits. Ils n'ont pas du tout les mêmes sols que chez nous, ils n'ont pratiquement pas d'argile, c'est des sous-sols ferralitiques, pauvres en fait. Enfin, minéral, il y a du minéral, mais il y a très peu d'argile, et on sait quand même que l'argile joue un rôle important dans la séquestration des minéraux, séquestration de l'eau, que les régions argileuses et limoneuses en général sont très peu ingrates en matière d'agriculture. Et le Brésil, c'est l'inverse. Par contre, ils ont le climat, ils ont la pluviométrie. Ils ont une saison qui dure toute l'année. Donc s'ils veulent, ils cultivent tout le temps. Ils ont un biotope très actif. Et la conséquence de ça, c'est que les mêmes processus de fabrication qu'on utilise nous et dont on voit les effets délétères au bout de vraiment longtemps, parce que nos sols ont la peau dure, parce qu'il y a la pause hivernale, parce que voilà, donc je veux dire, c'est moins marqué. Sur le temps, ça se voit, on commence vraiment à le voir maintenant. Mais dans les années 80, pourquoi un agriculteur de Beauce en France se serait tracassé? Tout roulait, il faisait 100 quintaux de blé, 120 quintaux de blé, des maïs colossaux. Les mêmes méthodes mises au Brésil, on produit très fort tout de suite, mais par contre, le travail des sols tel qu'on le faisait ici a surexposé la structure des sols déstructurée, du coup, à des pluviométries de 200 mm l'heure. Et dans les années 80, c'était fini. En fait, les multinationales qui étaient là-bas tombaient les unes après les autres, ou quasiment étaient mises à mal sévèrement, parce qu'ils plantaient 10 000 hectares de coton, et c'était une perte sèche parce qu'il y avait une pluie. Et ça représentait peut-être 10 millions d'euros d'investissement, je ne sais pas moi, mais des montants dont on n'a pas l'habitude. Et la France, en fait, a réagi en leur proposant, puisqu'il y a l'INRA en France, et donc c'est un institut quand même très renommé. Ils ont dépêché, pas des gens de l'INRA, mais des gens du CIRAD, qui est l'équivalent de l'INRA, mais pour la recherche pour les pays en voie de développement, en fait. Donc, plus dans un but d'assistance. Ils ont dépêché des chercheurs là-bas, pointures, hein, en leur disant bah, allez là-bas les aider à régler le problème, il n'y a plus rien qui pousse, les multinationales pleurent des larmes de sang, allez-y. Et donc ils y sont allés et ils décrivent les scènes qu'ils ont vues. Ils ont dit voilà, nous on a vu une plaine d'une montagne à une autre, 6 km, 12 km. C'était une plaine un jour, et puis le soir il y a eu une grosse pluie, et le lendemain c'était une plaine traversée par un canyon.
de 2 mètres de large, 5 mètres de profondeur, le résultat de l'érosion en fait. Sur une plaine tellement grande, les volumes d'eau sont tellement immenses que l'eau emporte tout. Et ça, c'est parce que le sol n'est plus structuré. On travaille les sols, on casse la structure que biologiquement, normalement, elle est persistante, quoi. Et 2 kilomètres plus loin, probablement, dans la région encore boisée, les sols n'ont pas sourcillé. Ils ont digéré les 200 mm, grosso modo. Et donc, ces types sont allés là-bas et ont commencé par dire, vous allez me chercher 2000 camions, 30 tonnes de terre, vous remplissez ce truc-là. D'abord la partie génie civil, et puis ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Et de là, ils ont récupéré un savoir qui avait démarré dans les années 30 aux États-Unis au moment d'un phénomène qui s'appelle le Dust Bowl. Si vous googlez ça, vous allez trouver beaucoup d'infos sur le Dust Bowl. C'est hyper intéressant comme histoire. C'est là qu'on a commencé à développer des techniques sans travail du sol, justement pour éviter ces érosions. Et donc, ces mecs du CIRAD, dans les années 80, ont repris ce patrimoine intellectuel pour l'adapter au contexte du Brésil. Et avec ça, 20 ans plus tard, ils ont transformé le Brésil en le numéro 2 de l'agronégoce, principalement. Et c'est parce qu'ils ont réussi à protéger leur sol en limitant le travail et en précédant toujours d'une culture de céréales, une culture, ce qu'on appellerait nous en engrais vert, mais c'est plus extrême que ça, c'est des cultures de couverture. Donc vraiment des cultures faites pour être digérées par les sols, vous voyez. Donc des cultures à très fort rendement. Vous pourriez faire un sorgho, par exemple. Le sorgho, c'est une plante immense, très carbonée. La produire in situ et la laisser se dégrader sur ce sol-là a le même effet qu'un apport de BRF qui contient énormément de carbone. Grosso modo, je schématise. Mais le génie après industriel là-bas, ça a été de développer les semoirs capables d'aller mettre les graines dans une végétation couchée, quoi. Dans une paille, en fait. Et de là, ils ont développé des itinéraires techniques qui ont permis de sauver l'industrie brésilienne notamment et de préserver les sols. Et maintenant, on voit les fertilités augmenter. Et les bilans chimiques descendent, les bilans engrais descendent. Ils ne le font pas pour des raisons écologiques, ils le font pour des raisons de rente financière, en fait. Simplement, à partir de là, ils se mobilisent. C'est super simple. Mais nous, maintenant, dans les années 2020, on récupère ça. Moi, tout ce que j'apprends de ce qu'ils ont fait là-bas, ça me guide au jour le jour dans mes pratiques. Et je sais que je fais des choses de travers et je les corrige à chaque fois que j'ai un élément de correction. Vous voyez ? Si jamais il y a pas mal d'informations sur l'agriculture de conservation sur le site de la FAO, qui explique effectivement et qui semble expliquer les raisons pour lesquelles on n'a jamais vraiment voulu s'intéresser à cette agriculture-là, parce qu'effectivement, c'est un tiers des surfaces planétaires, mais c'est pratiquement la moitié des agriculteurs du monde qui travaillent de cette façon-là, puisqu'il faut beaucoup plus de monde sur moins de surface. Ouais. Mais parce que ce n'est pas une agriculture dans notre référentiel, c'est-à-dire le progrès, la chimie, la mécanique, etc. En agriculture, culturellement, vous avez deux veines intellectuelles originelles, je veux dire. Vous avez, schématiquement, il y en a d'autres, mais les deux grosses, c'est le croissant fertile. Donc, l'arère, l'invention de l'arère, l'ancêtre de la charrue, croissant fertile, donc Mésopotamie, par là. Vous regardez ce que c'est maintenant, ça devrait vous donner une indication que c'est probablement pas le bon chemin, c'est la guerre civile et c'est le désert, grosso modo. Je schématise toujours. Et l'autre veine, c'est la veine sud-américaine antique, archaïque, qui, elle, n'a jamais retourné un sol. Le routier agricole, c'était un bâton fouisseur. Donc, il faisait un trou, il mettait 3 graines, qu'on entend beaucoup en permaculture. On appelle ça les 3 sœurs, voilà, un mélange de maïs, d'une courge et d'une légumineuse, toujours. C'est des cultures étagées, le maïs fait la verticalité, la courge fait l'horizontalité, garde le frais, le maïs ne la gêne pas du tout, et la légumineuse vient s'enrouler autour du maïs, tout ça au même endroit. Et donc eux, en fait, ce qu'ils faisaient, ils faisaient un trou, ils mettaient les 3 graines, ils refermaient, ils partaient, ils allaient chasser le bison ou autre chose, et puis ils revenaient quand c'était prêt. Et donc pour eux, quand ils nous voyaient faire... Ils disaient, pourquoi il faut tout ça? Ça ne sert à rien, enfin, ça pousse nickel. Il y a d'autres raisons historiques, mais voilà, les deux veines culturelles initiales, c'est ces deux-là. Et pour moi, le but du jeu, c'est de faire balancer le curseur de l'agriculture dominante, on va dire, du croissant fertile vers le modèle sud-américain, grosso modo, pour faire simple. Traditionnel, puisque... Voilà. Maintenant, c'est vrai que si on regarde les ratios des natures de producteurs à l'échelle mondiale,
réellement, l'agriculture industrielle représente une surface très faible, en fait. Réellement, le modèle dominant, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'agriculture familiale. Principalement, c'est les petits producteurs. L'immense majorité n'a pas les moyens de s'acheter un tracteur. Je ne parle pas de chez nous. Hein. Nous, chez nous, on est suréquipés. Mais l'Afrique, ils sont tous à la main avec une houe et ils se débrouillent. Et ça représente une masse hyper importante, en fait. Alors, c'est sans doute pas le bon modèle non plus. Moi, je suis pour une mixité de tout ça. Et d'ailleurs, ce qu'on observe en agriculture, c'est que les petits, tels que moi, ou que ce soit au Brésil ou chez nous, hein, se développent mieux là où sont les gros. C'est pas l'inverse. C'est pas une opposition viscérale entre les deux. Tout bêtement parce que le petit, quand il a besoin d'un coup de main, le gros vient donner un coup de main. Parce qu'il a la puissance pour le décaler, vous voyez. Donc pourquoi opposer tout le monde? Je pense que ces gens-là, il y a moyen de les faire rentrer dans le jeu, quoi. C'est compliqué, hein, mais... Bon, je pense qu'on pourra en causer encore quelques dizaines d'heures. D'abord, parce qu'effectivement, c'est extrêmement intéressant. Vous avez aussi une personnalité, je pense, un peu d'entrepreneur, un peu comme ces ingénieurs. Moi, j'ai vu toute la série du Low Tech Lab, où on voit cet ingénieur Corentin qui se balade à travers le monde. Et je trouve intéressant parce que dans sa personnalité, je retrouve beaucoup de choses chez vous, du mec qui veut absolument faire, qui est un faiseur, hein, qui veut essayer, qui veut pratiquer, qui veut trouver du sens à ce qu'il fait, qui veut comprendre aussi. Et je trouve que c'est très intéressant de voir aussi dans le message de la transition combien c'est important d'avoir non seulement l'envie de faire, mais peut-être aussi cette envie de comprendre, cette envie de savoir, cette connaissance. Et donc ça, c'est typiquement permacole, enfin entre autres. Hein, on peut, si on fait le bilan des 100 dernières années, on peut dire qu'on a fait suffisamment de conneries que pour prendre le temps de se poser, réfléchir et refaire d'autres choses. Ouais, voilà, ça vaut dans tous les secteurs, à mon avis. Ben, merci beaucoup, Christophe Henry. On avait encore une question de Kyung Wan qui disait « Pour changer le comportement des consommateurs, il faut obliger par la loi et informer le public ». Ça pose bien la question de la responsabilité des consommateurs, surtout la responsabilité politique, ce qui ouvre un champ gigantesque, mais comme il est 2h15 et qu'on a déjà un quart d'heure de retard sur le programme annoncé, il va falloir qu'on close sur cette ouverture, on va dire. Désolé Kyung. Et puis, merci Christophe Henry de cette extrêmement intéressante conférence et témoignage de cette évolution. Christophe applaudit, mais je pense que tout le monde peut applaudir avec le petit bouton réaction, si jamais. Hein, ça, c'est celui qui est en haut. Je ne vais pas le faire, moi. Et puis à bientôt, bonne suite. Et puis, comme votre activité évolue à une vitesse folle, je pense qu'on peut faire une conférence tous les 2 ans pour avoir l'évolution de votre multinationale de la permaculture, voir un petit peu comment ça va évoluer ces prochaines années. Avec plaisir. Merci Caroline de nous avoir transmis ces coordonnées de ce monsieur qu'on ne connaissait pas. Et puis, rendez-vous pour les prochains jeudis devant mon écran. La prochaine, le 22 avril, moyennant une inscription que vous pouvez m'envoyer, et puis je vous enverrai le lien. Merci Christophe, et puis à bientôt. Merci à tous. Bonne suite, bon été. Merci, à bientôt. Merci.